J'ai maintenant le plaisir d'accueillir sur scène Madame Esther Mamarbachir. Madame Mamarbachir qui a décidé de consacrer sa vie désormais à son canton de cœur, comme fribourgeoise. Bien sûr que le canton de cœur ne peut être que le canton de Genève, la première ville des Fribourgeois, mais par amitié, Esther, je te remercie surtout à accepter de modérer cette matinée. Merci infiniment, Esther, d'avoir accepté. Merci à toi, Isabelle, et ça sera la dernière, rassure-moi, on est d'accord. Oui. C'est pour ça que j'ai accepté une nouvelle fois. Donc voilà, j'ai le plaisir d'être à nouveau avec vous, mesdames et messieurs. C'est une journée importante pour Isabelle, c'est aussi une journée importante pour nous deux, parce que c'est aussi la fin d'une aventure entre nous deux, parce que ça fait une dizaine d'années qu'elle me demande d'animer des débats. Je vous en dirai plus un petit peu tout à l'heure. Et tout d'abord, je vais vous présenter la première oratrice de la matinée. Il y aura 3 orateurs ce matin, et puis après il y aura une discussion entre les 3. Et ce matin, j'ai pris le train pour venir de Genève à Lausanne, et je me suis demandé qu'est-ce qui caractérisait le mieux la première oratrice de cette matinée. Et j'ai trouvé, juste maintenant, j'ai trouvé cette femme a du nez. Normal, me direz-vous, parce que c'est une femme. Aline Izzo a du nez, parce que tout d'abord, elle a su mieux que personne comprendre l'importance de la numérisation et de la digitalisation. Donc pendant 10 ans en Suisse romande, elle a été celle qui a accompagné très souvent les entreprises dans leurs projets en matière de digitalisation. Et puis après, elle a décidé de rajouter à ses nombreuses qualités une nouvelle casquette. Elle est désormais administratrice indépendante. Et là aussi, elle a eu du nez, puisque avant même la crise énergétique, elle a décidé d'être membre du conseil d'administration d'Alpic, des services industriels de Genève, deuxièmement, et puis membre du conseil d'administration des VO Énergie. C'est dire que cette femme a du nez. Merci de l'applaudir. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous demande juste quelques secondes pour pouvoir m'installer, mettre mon minuteur, parce que je crois qu'on est déjà un petit peu en retard, sauf erreur. Voilà. C'est bon. Je suis prête. Donc bonjour, merci à tous de m'accueillir. Merci Esther pour cette incroyable introduction. C'est décidément une matinée très émotionnelle et en même temps avec plein de reconnaissance pour les femmes qui œuvrent dans cette belle région. J'aimerais aussi remercier le groupe FCT de m'avoir invité. C'est la 2e fois que j'ai la chance de venir. On se disait avec Isabelle que la dernière fois, ça datait de 6-7 ans. Un monde qui s'est passé depuis. Et j'ai le plaisir donc aujourd'hui de pouvoir vous parler de mes 2 dadas. En tout cas de mes 2 dadas récents. Un qui est récent, un qui l'est un peu moins. L'énergie et le numérique. Et d'ailleurs, quand on parle du loup, voilà, le numérique. C'est vrai que la plupart du temps, quand on pense au numérique, on pense à ces applications qui jalonnent nos vies quotidiennes, qui jalonnent nos interactions, notre façon de travailler. On l'a vu aussi pendant une autre crise qui nous a touchés il y a quelques temps. Ça paraît déjà là aussi une éternité, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ce numérique qui change toute notre façon d'interagir les uns avec les autres, de consommer, de travailler, bref, notre quotidien. Numérique qui n'est pourtant pas si vieux que ça, mais qui fait désormais partie des choses qu'on considère comme totalement triviales et évidentes. Alors c'est assez drôle quand on parle de numérique et qu'on parle d'évidence, parce qu'on oublie que derrière les applications, il y a des systèmes, derrière les systèmes, il y a des infrastructures. Et ces infrastructures, elles se dressent un peu comme des ponts entre les gens, des ponts entre les processus, des ponts entre les industries, entre les politiques publiques aussi, quand on parle de numérique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup également aujourd'hui de tout ce qui soutient ou des flux qui alimentent le numérique, notamment les données. Et quand on parle de données, eh bien, on parle là aussi d'infrastructures. Et on rejoint donc cette dimension de politique publique, ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, que ce soit le privé, le public, l'individu, le citoyen, le consommateur, tout le monde est concerné par ce numérique, sans forcément se rendre compte d'éléments sous-jacents, de ces fameux éléments justement qu'on voit moins souvent,
et qui sont notamment les impacts énergétiques du numérique, puisque quand on a du numérique, c'est que généralement derrière on a une source d'énergie ou une ou l'autre des sources d'énergie. Pour illustrer, puisque j'ai montré avant ce petit SMS sympathique que ma maman m'avait envoyé pour me demander de prendre du pain, d'ailleurs on se demande comment on savait qu'on devait prendre du pain avant. C'est fou le nombre de choses. Aujourd'hui, on a besoin de numérique pour nous le dire, alors qu'avant, ça paraissait du bon sens, ou qu'on se débrouillait simplement autrement. Mais bref, pour en revenir à mon petit SMS, un SMS, ça ne représente pas grand-chose en termes de consommation énergétique. Je vous ai mis l'illustration de la consommation CO2 d'un SMS. C'est évidemment moins consommateur ou moins énergivore qu'un WhatsApp et nettement moins qu'un mail. Enfin, quand on voit ça comme ça, 4 grammes de CO2 pour un mail, ça va, il n'y a pas non plus péril en la demeure. À votre avis, combien est-ce qu'il y a de mails qui sont envoyés ou qui circulent par jour? Mouillez-vous. Est-ce que vous avez une idée? Personne ne se lance, personne n'ose annoncer un chiffre. Des milliards. 280 milliards de mails par jour. Et puis évidemment, les 4 grammes dont je vous parlais, c'est sans fichier lourd, sans vidéo de chaton, sans rien qui vient charger le mail. C'est un mail pur et simple. Donc 280 milliards de mails par jour qui consomment à minima ces 4 grammes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est est-ce que vous avez une idée de combien de ces mails ne sont pas ouverts? Quelle proportion de ces 280 milliards de mails ne seront jamais lus? Les pauvres. 80%. 80%. Exactement. Donc 80% des mails que nous recevons, 80% de ces 280 milliards fois les 4 grammes ont été produits ou vont consommer de l'énergie pour rien du tout. Bon, ça tombe bien, on n'est pas non plus à un moment où on se dit que l'énergie est une denrée rare, donc pas très grave si on continue à en profiter comme ça. Mais ce lien, effectivement, entre le numérique et l'énergie, il me paraissait important quand on a évoqué le sujet avec Isabelle, parce que ce sont 2 sujets dont on se dit que finalement, ils sont assez triviaux dans nos vies, on y a accès en tout temps, on ne se pose même pas la question d'ailleurs de est-ce qu'on y a accès ou pas. En tout cas, on ne se la posait pas jusqu'à il y a quelques semaines, on se la pose peut-être un peu plus maintenant. Et il y a forcément des liens entre les deux, parce qu'on parle aussi beaucoup de numérique depuis plusieurs années, et que ce numérique, qui possède plein d'avantages et qui permet de faire plein de choses, consomme également de l'énergie. Ce qui m'amène à un point assez important qui est quel usage on a envie de faire finalement de ce numérique et quelle consommation ou quel sens on va donner à la consommation qui se trouve derrière le numérique. Ce qu'on observe aujourd'hui, vous allez me dire ça paraît assez évident, c'est que dans les pays ou dans les régions où on observe, là vous avez une carte qui date de 2019, de la connectivité sur 24 heures, il y a quand même un lien avec d'autres types d'infrastructures, notamment les sources d'énergie et l'électricité. Puis on voit que ceux qui ont déjà les fondamentaux, l'eau, l'électricité, le chauffage, tout ce qui peut composer finalement un quotidien dont on ne se préoccupe même pas, sont également ceux qui ont accès au numérique. Et comme les choses sont très bien faites, ceux qui n'ont pas les premiers éléments ont de façon plus compliquée accès au deuxième. Un autre enseignement quand on compare le numérique et l'énergie, c'est qu'on a des sociétés dans le numérique qui sont devenues aujourd'hui largement plus importantes ou plus puissantes économiquement que certains États, qui sont elles-mêmes actives, si vous suivez un peu l'actualité, qui développent en tout cas un certain nombre de compétences et de services dans le domaine de l'énergie. Et puis d'un autre côté, on a également des très grandes entreprises dans le domaine de l'énergie, avec, pour cette année par exemple, pour illustrer la crise énergétique qu'on traverse, la hausse des tarifs dont vous avez entendu parler, les 15 premières entreprises, les 15 plus grosses entreprises mondiales actives dans le domaine de l'énergie ont réalisé au premier semestre 2022, je vais y arriver, 94 milliards de bénéfices. Ce qui est absolument fantastique, et on peut s'en réjouir, parce qu'on se dit finalement c'est ces entreprises-là qui vont justement aller investir
dans les infrastructures, notamment dans certains pays, probablement où les accès sont un peu plus compliqués, et à minima dans tout ce qu'on envisage pour l'avenir de la transition énergétique, c'est-à-dire toutes les infrastructures renouvelables. Or, il se trouve que sur ces 15 entreprises, juste pour exemple, il n'y en a que 2 qui communiquent les chiffres de leurs investissements dans la transition énergétique. Et j'ai mis une barre un peu haut, sachant que j'ai mis 5%. En fait, c'est 2% de leur chiffre d'affaires, de leur bénéfice, pardon, qui est investi dans les énergies renouvelables. Alors vous allez me dire, finalement, c'est très bien qu'on ait ces entreprises qui investissent quand même 2% dans le renouvelable, c'est très bien qu'on ait des entreprises du numérique qui investissent elles aussi dans la transition énergétique, mais ça pose quand même un certain nombre de questions, et notamment une question de grille de lecture de ce qu'on considère comme étant quelque chose de positif, que ce soit dans le numérique ou dans le domaine de l'énergie. Ce sont quand même 2 domaines, et on le voit aujourd'hui, qui apparaissent comme des éléments stratégiques ou essentiels pour certains pays et dans les enjeux géopolitiques. Je ne vais pas vous faire un cours parce qu'il y a quelqu'un de bien mieux formé que moi qui parlera après de géopolitique. Néanmoins, on voit que ce soit le numérique ou l'électricité et l'énergie, ce sont des entreprises privées qui aujourd'hui, sur des infrastructures qui ont été largement financées par des deniers publics et une certaine vision de la société et du monde, qui sont en train de tisser ces fameux ponts qu'on pourrait développer dans plein de visions différentes et avec plein de valeurs différentes, mais qui sont aujourd'hui effectivement dans les mains de quelques dizaines d'acteurs sur le marché, encore une fois, des privés, et encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, qui sont venus extraire ou capter de la valeur sur des infrastructures qui ont été financées par le public et qui continuent d'être dans la majeure partie des cas maintenues et entretenues par le public, qui n'est évidemment pas celui qui en tire aujourd'hui les bénéfices principaux. Alors cette vision du numérique ou de l'énergie, elle devrait comprendre quelques éléments communs, normalement, si on envisage en tout cas les principes idéologiques qui sous-tendaient le développement de l'Internet et de ce qu'on appelle aujourd'hui le 4.0, des principes communs dont un des principes fondateurs devrait être l'éthique. Alors c'est un grand mot, hein, l'éthique, on peut y mettre plein de choses différentes, ça peut être un fourre-tout, néanmoins c'est quand même censé correspondre à des aspirations de société en termes de valeurs morales ou de principes fondamentaux sur lesquels on s'accorde de ce qu'il convient de faire ou ce qu'il ne convient pas de faire selon justement nos valeurs et notre vision de société. Notamment pour le numérique, cela devrait impliquer que pour des usages essentiels, on y donne accès au plus grand nombre et notamment à ceux qui en ont le plus besoin. Et les usages essentiels, on peut parler de la santé, de la formation, de services financiers aussi, qui permettraient à des gens qui n'ont peut-être justement pas accès dans le monde physique à ces éléments-là, de pouvoir y accéder via le numérique. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on a tous l'impression que cet Internet est partout et que tout le monde est connecté et que le numérique a envahi nos vies, et c'est vrai pour la plupart d'entre nous. Il y a quand même la moitié de la population mondiale qui n'a pas du tout accès à Internet et qui vit dans une espèce de monde parallèle où la digitalisation et la transformation numérique vient bien après le besoin de trouver de l'eau ou de pouvoir simplement avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc c'est une problématique dont on se sent très proche, nous, mais qui ne concerne pas forcément l'entier de la population, et d'autant moins ceux qui justement n'ont déjà pas accès à grand-chose et qui n'ont pas, alors de loin pas, accès à ces services essentiels numériques. Je vous l'ai montré avant, c'est évidemment relié à cette partie de l'énergie, et ça voudrait dire qu'on devrait effectivement investir dans des infrastructures, les unes et les autres, pour pouvoir développer ces services accessibles au plus grand nombre. Il y a d'autres questions éthiques ou fondamentales que ça pose, non pas parce que j'ai quelque chose contre le fait que 20% enfin pas 20%, que 21% des utilisateurs du web sont en Chine, mais simplement parce que l'Internet chinois n'est pas tout à fait le même que notre Internet à nous, pour plein de très bonnes et sûrement de très mauvaises raisons aussi.
Mais ça pose quand même une question quand vous avez 20% des gens qui ont accès à quelque chose qui est largement soumis à la censure, avec un contrôle total, voire une surveillance des personnes qui sont utilisatrices, ben ça pose évidemment la question de quel Internet on parle et quel est ce numérique qu'on aimerait avoir, d'où la question éthique sur laquelle je reviendrai aussi par rapport aux biais notamment. J'en parlerai plus tard sur cette partie des biais. D'autres aspects qui peuvent paraître anecdotiques aussi, j'ai pris juste un chiffre, il y en a plein d'autres, sur d'autres dimensions, mais quand on voit que la majorité des contenus sont publiés en anglais, ben ça implique évidemment déjà une propagande culturelle, utilisons un terme fort, et puis ça induit aussi une non-accessibilité pour tout un tas de gens qui sont incapables de maîtriser l'une ou l'autre des langues. Alors vous me direz, oui, mais aujourd'hui on développe bien plein de traducteurs en ligne, mais on sait qu'il y a aussi des biais dans ces applicatifs de traduction. On sait que certains ne sont pas bien entraînés, on sait que ça récupère aussi une partie des informations. Donc cet Internet ou ce numérique dont on parle, selon la configuration qu'on a envie de lui donner, ben, ça demanderait d'avoir quand même de s'être accordé en amont sur certains principes fondamentaux, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui quand on voit les entreprises du numérique, les GAFAM et d'autres que vous connaissez, et la prise de pouvoir qu'ils ont sur les différents systèmes avec lesquels on opère tous maintenant. Un deuxième enjeu qui est excessivement important, c'est l'enjeu de la sécurité. Je dis bien sécurité, je ne dis pas contrôle. Là aussi, un enjeu géostratégique, parce que quand on parle d'infrastructures, que ce soit numérique ou énergétique, on voit que c'est celles qui sont le plus souvent soumises à des menaces sécuritaires. Et c'est assez logique, parce que si vous touchez les infrastructures énergétiques ou les infrastructures numériques ou les infrastructures sanitaires ou les infrastructures numériques des infrastructures sanitaires et énergétiques, ben vous touchez au cœur d'un système ou au cœur d'un pays. Donc on a des enjeux sur ces notions de sécurité et des enjeux qui nous ramènent aussi à la responsabilité en se disant bah, finalement c'est bien joli de parler de sécurité, mais qui est responsable in fine en cas de problème? À qui, ça nous ramène aussi à qui sont les fameux tuyaux dans lesquels circulent les flux qui sont si importants pour nous et si essentiels, qui finance ces éléments-là, comment on taxe éventuellement les personnes qui recourent au système qu'on met à disposition, qui est responsable une fois qu'on met un système à disposition, et au bénéfice de quoi ou pourquoi on va mettre en place un certain nombre de systèmes. Parce que là aussi, à partir du moment où on décide de tout connecter ou de tout interconnecter, ben forcément, on se rend beaucoup plus fragile ou à la merci d'attaques, puisque toute la convergence des systèmes fait que si vous touchez un endroit, ben possiblement, vous avez accès à tout un tas d'autres, et dès que vous avez un maillon faible quelque part, ben c'est une super opportunité pour aller vous attaquer à l'ensemble de la chaîne. Donc ça pose aussi la question du coût de tout ce qu'on met en place et du coup de la justification d'un nouveau système qu'on met en place. Est-ce que entre le bénéfice qu'on va en tirer et le risque qu'on prend en mettant quelque chose en place, on a finalement un avantage à mettre le système en place? Et des fois la réponse est non. Ce qui est aujourd'hui assez compliqué parce qu'on a tendance à vouloir justement rajouter des briques à chaque fois qu'on a un nouveau sujet ou une nouvelle dimension qu'on veut amener dans un système. Ça pose, quand je dis le pourquoi on fait les choses ou de mettre en balance l'intérêt et le risque, ça pose la question qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui, c'est la question de la création de valeur ou de la chaîne de valeur d'un système. À partir du moment où le numérique amène des bénéfices, mais va aussi emporter avec lui son lot de problèmes et son lot de consommation ou de pollution, la question qu'on devrait normalement se poser, c'est est-ce que ce qu'on met en place va profiter justement, ou est au bénéfice du plus grand nombre, selon le principe de la loi de Pareto par exemple, ou est-ce que ça touche une minorité, que le bénéfice que les uns et les autres vont en extraire ne justifie pas le coût, et quand je parle du coût, c'est le coût global, c'est pas juste le coût financier, c'est l'impact que va avoir le système que je vais mettre en place sur l'entier de son environnement. Est-ce que ça vaut la peine? Donc on devrait normalement se poser la question à chaque
applicatif qu'on met en place, à chaque outil qu'on veut mettre en place, au service de quoi il va être mis en place, et est-ce que le bénéfice qui va en être proposé ou tiré justifie le coût occasionné. J'ai pris un exemple là aussi qui date de la période du Covid et qui m'avait pas mal interpellée. Pendant la période du Covid, le gouvernement français a dû négocier avec Netflix parce que, vous saviez, on était tous en télétravail, la plupart en tout cas, et les Français avaient une difficulté avec la bande passante pour la partie professionnelle parce que 25% de la bande passante était utilisée par Netflix pendant la même période. Et puis en plus, c'était très important et il fallait forcément que les contenus soient en haute définition parce que c'est pas pareil quand on regarde sa série ou son film dans une définition moins qualitative. Donc c'est là qu'on voit la question de la priorité d'une société. Qu'est-ce qu'on décide qui est important dans les sociétés dans lesquelles on vit? Quel type de contenu, de flux, d'infrastructure on va privilégier? Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on met en place va avoir un impact ou un coût. Et est-ce que le coût de ceci justifie le bénéfice pour une majorité des gens? Je ne dis pas que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, je dis juste que ça vaut la peine de se poser la question. D'un autre côté, on voit que mondialement, pratiquement la moitié des internautes cherchent à se former. Alors on ne dit pas à quoi, ça peut être un tutoriel de bricolage ou mandarin, peu importe, mais on voit qu'il y a une appétence des gens à avoir des contenus pour se former. Donc d'un côté, on a cette propension au divertissement et à des contenus qui sont simplement des contenus récréatifs. De l'autre, on voit qu'il y a un vrai besoin de se former. Donc si on doit mettre dans la balance des outils ou des systèmes qui permettent aux gens de monter aux compétences, de se former à des métiers ou de privilégier le match de foot, la série télé, voire, je crois que c'est la majorité des contenus aujourd'hui, les films pornographiques, pourquoi pas, il va falloir quand même arbitrer à un moment donné les sujets sur lesquels on veut vraiment mettre l'accent. Et ça pose la question qui est sous-jacente derrière la création de valeur, c'est la question des indicateurs de la valeur. C'est en fait, qu'est-ce qu'on définit comme étant une valeur aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on définissait comme étant de la valeur ou de la performance hier? J'ai pris l'exemple de la pompe à essence, parce que c'est assez actuel, et puis deux, parce que ça démontrait pour moi, je crois qu'on voit là le diesel, sauf erreur, quelque part. Voilà, on le voit. Oui. Je trouvais assez drôle parce qu'il y a quelques années en arrière, parce que je suis pas si jeune que ça, donc je m'en rappelle quand même, il y a quelques années en arrière, on nous parlait du diesel comme étant une solution justement super écologique. Je pense que certains s'en rappellent. Alors qu'aujourd'hui, le diesel, c'est devenu un peu le mouton noir qu'on devrait évacuer parce que c'est pas du tout écologique. Et que si vous roulez en diesel, vous êtes plutôt quelqu'un qui est justement pas du tout écologique, alors qu'à l'époque, ceux qui avaient acheté une voiture diesel avaient suivi les recommandations qui disaient que ça, c'était quelque chose qui avait un impact positif sur l'environnement et sur le climat. Ce qui montre qu'au fil du temps, la perception des choses change et puis que nos connaissances évoluent. J'en reviens sur mes fameuses valeurs et sur mes indicateurs. Quand on a commencé à définir des indicateurs comptables un peu normés après la Deuxième Guerre mondiale, je trouve assez intéressant de se dire que ça s'appuyait sur un principe simple, c'est qu'il y avait une ressource qui était relativement rare à l'époque, notamment le capital. Donc tout était axé sur le fait que les indicateurs de valeur ou de performance devaient refléter la performance économique et la création de capital pour les entreprises. Et c'était probablement très bien et très juste. Sauf qu'on est à peu près 70 ans plus tard, qu'on voit qu'aujourd'hui, on a d'autres enjeux qui apparaissent, qui sont déjà apparus il y a quelques années, mais dont on voit de façon de plus en plus importante la prépondérance et les dommages qu'ils peuvent occasionner. Et pour autant, on part toujours du principe que la ressource rare qu'on doit atteindre et valoriser, c'est le capital, et pas forcément les ressources d'un système fini qui est celui de notre planète. Ça occasionne un certain nombre de dérives, parce qu'au lieu de, se benchmarker en tant qu'entreprise, organisation, institution sur des indicateurs qui permettraient de montrer quelle valeur je crée pour l'entier de l'écosystème dans lequel je on reste quand même sur une dimension très auto-centrée de quelle valeur je crée pour moi-même.
et avec 2 éléments à la sortie, pour ceux qui sont concernés, à quel point le cours de mon action performe, et pour le deuxième aspect, quel est le montant des dividendes que je vais pouvoir verser à mes actionnaires. Au cas où vous vous interrogeriez, je ne suis pas communiste. C'est juste, le discours peut prêter à confusion. Je suis une libérale convaincue, mais justement parce que je suis une libérale convaincue, je me dis que si on continue à œuvrer comme ça, on risque de se retrouver dans des difficultés qui vont plutôt prétériter ceux qui bénéficient aujourd'hui d'un certain nombre de privilèges, dont je fais partie. Et je n'ai pas forcément envie que mes privilèges soient prétérités à moyen terme, donc j'aime autant qu'on opère en amont sur cette notion de création de valeur partagée. Pourquoi ça pose un problème, cette question du court terme et des indicateurs qu'on a? Là aussi, j'ai été chercher un exemple. Il y a ce classement S&P 500 Standard & Poor's aux États-Unis, donc avec les 500 entreprises qui sont classées par Standard & Poor's, et j'ai découvert, en préparant cette intervention, que 466 d'entre elles avaient, entre les rachats de leurs actions et les dividendes, en 2019, versé ou dépensé ou investi, si on veut appeler ça comme ça, 7,1 trillions de dollars. Alors, je ne suis pas une hyper mathématique, mais je crois que ça fait des milliards de dollars, si je ne m'abuse, trillions. M'arrêtez si je me trompe. C'est juste. Donc 7 milliards de dollars ont été mis soit dans le rachat d'actions, soit dans les dividendes pour les actionnaires. Ce qui est du court terme, et ce qui est très bien, parce que du coup, il y a forcément plein de gens qui sont contents, notamment les actionnaires, et puis ceux qui avaient acheté des actions de ces entreprises-là. Maintenant, ça pose d'autres problèmes, c'est que si l'indicateur de performance, c'est ça, en sachant que la ressource rare aujourd'hui, c'est plus le capital, on continue d'alimenter un système où on augmente le capital à disposition, tandis que d'un autre côté, il y a un capital qui, lui, continue à se faire de plus en plus rare, qui est celui qu'on partage tous. Alors ça peut paraître très bateau de dire ça, je ne suis pas Greta Thunberg, mais malgré tout, je suis sur cette planète comme vous tous, et il se trouve que cette planète a des ressources limitées et finies. Alors c'est tout le problème de l'impression relative qu'on peut avoir de ce que c'est que le court terme, le moyen terme ou le long terme. Quand je vous parlais avant des actions et des dividendes, on est sur du très court terme, c'est-à-dire pratiquement à l'année ou à 18 mois ou à 24 mois dans le pire des cas. La planète, c'est moins. Puis bon, certains même avec qui je discute me disent, mais de toute façon, moi, je ne serai plus là. Bon, alors, on voit quand même que les impacts que ça a aujourd'hui nous touchent, même si on ne sera plus là au moment où ce sera vraiment invivable, potentiellement. On a senti quand même tous, les uns et les autres, qu'il y avait 2-3 trucs qui changeaient dans notre environnement, puis qui ressemblaient plus vraiment à ce qu'on avait pu connaître quand on était plus jeune. Que ce soit les hivers qui ne ressemblent plus vraiment aux hivers d'avant, les étés qui ne ressemblent plus vraiment aux étés d'avant, les glaciers, si vous allez vous promener en montagne, qui ne ressemblent plus vraiment aux glaciers d'avant. Il faut aller chercher très haut la fraîcheur en altitude, mais enfin on peut continuer à se dire que tout ça ne nous concerne pas et que ce sera du très très long terme. Et on peut aussi continuer à consommer de façon totalement inconsciente. On est à 3 planètes pour la Suisse, donc en sachant aussi que forcément, pour consommer 3 planètes pour la Suisse, c'est qu'on va en piquer à d'autres. Alors ça tombe bien, les mêmes pays que je vous montrais avant, qui n'avaient déjà pas grand-chose, c'est ceux qui ne consomment même pas une planète. Donc on peut se dire qu'on peut toujours aussi consommer des planètes supplémentaires, puisqu'il y en a qui se permettent d'en consommer moins. Mais toujours est-il que si on veut vraiment créer de la valeur et qu'on veut mesurer cette valeur de façon différente que sur l'impact économique pur et simple qu'elle a, il faut qu'on change ces indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure et la façon, la grille de lecture qu'on a sur la performance des organisations, la rentabilité des organisations et justement cette notion de création de valeur. En sachant qu'on n'est pas aidé non plus sur certains aspects, parce que même si on se disait, ok, en fait, il faut investir plus largement dans des infrastructures, notamment renouvelables, parce que ça va avoir un impact positif, parce qu'en changeant les indicateurs, tout ça pourrait démontrer que mon entreprise est performante, même si ce n'est pas à court terme, mais à moyen et à long terme. On a un cadre légal en Suisse et ailleurs qui fait qu'aujourd'hui, pour faire aboutir des projets, il faut pratiquement une génération. Alors la crise énergétique devrait permettre d'accélérer tout ça un petit peu. Enfin, pour l'instant, on en est quand même à ça, avec en sous-jacent derrière ce système-là, un système politique qui est très bien, notre processus démocratique,
mais qui, dans sa conception, ne permet pas vraiment un pivot rapide. Quand on parle d'un modèle et qu'on doit basculer vers un autre modèle, on ne peut pas avoir des chaînes de décision qui prennent 4 ans et demi pour arriver à justement un passage à l'action. Donc on voit, résultat des courses, on doit passer à des mesures d'urgence. Alors là, on en a eu quelques-unes ces dernières années, et ça risque d'être de plus en plus fréquent, avec évidemment un problème, parce que les gens se disent, oui, mais finalement, on n'est plus dans une démocratie, on nous impose des trucs. Mais sauf que quand il y a urgence, surtout quand on a tardé, il y a un moment où on se retrouve un peu acculé, donc on n'a plus d'autre choix que de faire passer les mesures en force, parce que le système dans lequel on est ne permet pas de le faire passer en douceur à la vitesse attendue. Le problème de tout ce que je viens de vous dire, c'est que ça laisse alors par contre la place, là encore, à des personnes ou à des entités qui ne sont pas du tout dans les mêmes dynamiques. J'ai mis une photo de notre sympathique ami Elon Musk, que vous connaissez sans doute tous aussi, qui est un multi-entrepreneur totalement humaniste, autiste Asperger, je tiens à le préciser. J'ai rien contre les autistes Asperger, j'ai un frère autiste Asperger. Donc autant vous dire que je sais à peu près comment il fonctionne. Mais enfin, on a quand même une majorité de gens aujourd'hui qui sont à la tête de ces entreprises, en tout cas du numérique et parfois dans l'énergie, qui sont à minima tous des hommes, à minima tous blancs, très souvent ingénieurs, la plupart du temps qui ont fait le même type de formation, qui ont le même type de conception aussi de ce qu'est la création de valeur, et puis qui sont ceux qui louvoient un peu avec le cadre légal, qui vont se greffer sur des systèmes qu'ils n'ont pas du tout participé à financer, mais dont par contre ils extraient la valeur sans forcément la distribuer, enfin à moins qu'on considère que les quelques satellites qu'a envoyé M. Musk en Ukraine pour aider les Ukrainiens, ce soit de l'altruisme, mais c'est des gens qui viennent se greffer sur des systèmes qui n'amènent absolument aucune diversité, ni de vues, ni d'objectifs, ni de quoi que ce soit d'ailleurs, et qui emmènent même avec eux un certain nombre de biais et une certaine vision du monde. On retrouve ça, le problème du côté des investisseurs, c'est que finalement, si vous êtes aujourd'hui d'une autre typologie que le mâle blanc de 35 ans, vous avez beaucoup de peine à lever des fonds. Donc, là, j'ai pris l'exemple des femmes, hein, mais parce que dans la hiérarchie, c'est bien d'être un homme blanc. Après, c'est quand même bien d'être une femme blanche. Je ne suis même pas passée aux étages plus loin des minorités, parce que là, il n'y a plus personne qui apparaît quasiment. Et on voit la même chose dans la conception des systèmes ou dans la gouvernance des systèmes. Donc, que ce soit tout en bas ou en haut, on a des biais dans les développements des systèmes, mais que ce soit des systèmes, des infrastructures, mais aussi dans les perceptions justement de ces indicateurs dont je vous parlais, c'est qu'on a de la peine à changer la façon de voir les choses parce qu'en fait on reste dans un entre-soi avec des gens qui ont à peu près les mêmes parcours, à peu près les mêmes formations et où ce changement de logiciel mental est assez difficile à opérer. Bon. Voilà. Après, c'est un peu le problème avec les outils, que ce soit numérique ou autre, hein, c'est qu'un outil, ça peut vous lâcher, donc c'est quand même moyennement fiable, tout ça. Alors que, regardez, moi je continue de fonctionner parfaitement bien et vous aussi. Donc je vais poursuivre mon propos sans ça. De toute façon, on va devoir s'habituer probablement à des fois ne pas avoir la béquille rassurante parce qu'on devra choisir là aussi l'usage qu'on fera des outils à disposition. Ce que je voulais peut-être partager avec vous pour finir, on a mis dans le titre avec Isabelle pas de numérique sans énergie et pas de sobriété énergétique sans numérique. Le titre était volontairement un peu dichotomique, évidemment la réalité est beaucoup moins. En fait, la thématique de fond pour moi de ces questions de numérique ou d'énergie, mais ça peut être d'autres questions demain ou c'était d'autres questions hier, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire avec ces outils qu'on a à disposition. Ce n'est pas l'outil qui va driver la raison pour laquelle on le met en place, c'est qu'on devrait avoir une certaine vision, avoir fixé des priorités, déterminer quels sont les enjeux qui sont importants pour nous, comment on va mesurer à quel point on atteint les objectifs par rapport à ces enjeux qui sont importants pour nous. Et probablement, il y a des fois où on se dira, même si c'est très chouette et
et que ça peut répondre à une partie d'un besoin, ça ne vaut pas la peine d'aller plugger ce système-là parce que finalement les dommages qu'il occasionne sont plus importants que le bénéfice qu'il va apporter. Pour ça, ça demande évidemment ce que je vous disais, c'est de changer la perception de ce qu'on a qui est de la création de performance ou de création de valeur. On est encore aujourd'hui, j'en parlais récemment, on attend les résultats semestriels des entreprises, puis le premier truc qu'on va regarder la plupart du temps, c'est l'EBIT ou l'EBITDA, puis on se mesure les EBITDA par lui pour savoir lequel est la plus grande, mais des choses qui ne changent fondamentalement pas. Et puis en même temps, vous regardez dans les entreprises qui sont actives dans l'énergie, où j'ai le privilège de pouvoir opérer, d'un côté on a ces éléments chiffrés qui calculent une performance ou une typologie de performance, puis de l'autre on voit ce qui se passe, et on voit qu'il y a une espèce de non-alignement entre les indicateurs qu'on a pour mesurer le succès et l'échec qu'on est en train de traverser de tout un tas de fonctionnements et de visions de l'autre côté. Donc on peut quand même se poser la question de est-ce que c'est vraiment un succès le fait d'avoir des bons chiffres, ou est-ce qu'il faudrait mesurer le succès autrement. Après vous voyez c'est magnifique parce que tout ça, finalement, c'est comme pour une crise, ça se prépare. C'est aussi ce que je voulais illustrer avec mon propos et puis ma petite panne technique, c'était de dire, normalement aujourd'hui, on le sait, on devrait avoir des systèmes de gestion de crise à l'intérieur des entreprises. On est capable, et on l'a été au fil des années et des siècles depuis lesquels l'humanité opère, on a toujours été capable de faire face aux crises. Moi, je trouve juste dommage qu'on attende chaque fois d'avoir le nez dedans pour se dire qu'est-ce qu'on fait, et là on sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Le fait de pouvoir un tout petit peu quand même anticiper, de décider où on veut mettre les efforts, où on veut mettre les investissements dans les années à venir, me paraît quand même quelque chose qui justifierait de prendre un peu de recul, y compris dans les organes de décision des organisations. Ce que ça n'enlèvera pas, et ce qui à mon avis doit rester dans la tête si vous devez retenir quelque chose de ce que je vous ai dit pendant cette demi-heure, j'espère demi-heure, parce que j'ai oublié d'enclencher évidemment mon minuteur. Vous voyez, comme quoi on ne peut pas se fier à la technique, et à l'être humain non plus. Il y a 3 éléments que j'aimerais que vous reteniez, qui peuvent paraître triviaux, mais qui sont pour moi extrêmement importants. On parle aussi beaucoup de souveraineté en ce moment. C'est très bien, et ça aurait pu être une posture adoptée, mais il y a fort longtemps. Que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans le numérique, le ferroviaire, c'est un autre exemple, les infrastructures, il n'y a pas moyen d'être souverain d'un point de vue national. Même dans l'alimentation, où certains disent qu'il faudrait revenir à tout autoproduire. C'est super. Politiquement, alors probablement que c'est assez porteur. Dans la réalité des faits, tout est connecté depuis très longtemps. C'est ainsi qu'on l'a voulu aussi. Je pense même que ça fait partie de l'appétence de l'humain pour les interactions. C'est qu'en fait, on aime être relié. Donc c'est très bien. On a créé des systèmes qui sont tous reliés entre eux et qui nous rendent tous co-responsables. Parce que s'il y a un truc qui s'écroule, on l'a vu avec l'énergie et on le verra ailleurs, croyez-moi, c'est devenu systémique. Donc revenir à une espèce de souveraineté, c'est un vœu pieux. Si c'est le plan envisagé, ça va être un peu court du coup pour vraiment réussir à le mettre en place. Donc de garder cette idée que tout est connecté et que chaque décision qu'on va prendre va avoir un impact sur ce qu'il y a autour et qu'on ne peut pas décider tout seul pour soi-même. Le deuxième élément qui est des fois un peu embêtant, c'est que les gens ils me disent « Ouais, mais concrètement, on devrait faire quoi ?» On a eu la discussion aussi, quand on a préparé la table ronde avec Esther, elle m'a dit « Mais concrètement ?» J'ai dit « Mais il n'y a pas de concrètement. » Parce qu'en fait, ce sont des problématiques excessivement complexes. J'adorerais pouvoir dire « Il y a une réponse simple. » Alors, il y en a une dans le petit flyer du Conseil fédéral, hein, mettez un pull. Voilà. Alors, c'est une réponse simple aux symptômes. Ce n'est pas une réponse simple au problème, parce qu'en fait, le problème étant complexe, mettre un pull ne va pas résoudre le problème. Donc, je prône plutôt le fait d'accepter qu'il n'y aura pas de réponse simple, par contre, de prendre le temps de réfléchir. Plus personne n'a envie de réfléchir. On est tous dans l'urgence, dans la gestion de crise, je le vois dans les conseils d'administration, vous dites qu'il faudrait se poser puis refaire la stratégie ou réfléchir à la stratégie. Oui, mais alors pas au premier semestre, on n'a pas le temps, alors on s'occupe des reporting, c'est rassurant. Il y a plein de trucs rassurants quand c'est la panique, puis qu'à un moment on devrait se poser pour réfléchir. C'est un peu comme quand, je vais faire un truc hyper sexiste, c'est comme quand, en tant que femme, vous dites à un homme, il faut qu'on discute.
sans la panique dans le regard. Quand vous êtes dans un conseil, si vous dites que ce serait quand même bien qu'on se pose pour parler de la stratégie ou de la vision, tout le monde a plein de trucs à faire. Hein. Tout à coup, on a 50 sujets sur la table parce qu'on sait, il n'y a pas de certitude, on n'a pas de truc tout fait, on va devoir se poser, on va devoir prendre le temps de réfléchir et on ne va pas arriver avec une espèce de truc magique, plug and play. Le problème, c'est qu'on nous a tellement vendu de plug and play qu'on s'attend à avoir du plug and play dans la vie de tous les jours pour tous les sujets. Mais pour tous ceux qui ont des enfants, comme moi par exemple, par exemple, un enfant plug and play, ça ne marche pas du tout. Donc c'est la vie, c'est comme les enfants, il n'y a pas de plug and play, on doit parfois se poser et prendre un peu de temps pour réfléchir. Donc je suis désolée pour ceux qui aimeraient me poser la question après concrètement, j'en sais rien. Concrètement, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on aura décidé, on est un pays d'ingénieurs, s'il faut trouver des gens pour mettre en œuvre, alors ça, des gens pour mettre en œuvre, il y a tout ce qu'il faut dans ce pays. J'ai aucun souci sur la mise en œuvre. Et puis le dernier élément, c'est effectivement de peut-être mettre tout ça au-dessus de tout le reste. On parle beaucoup de sens aujourd'hui. Alors moi, j'aime pas tout ce truc sur faut remettre du sens au travail, le bien-être, tout ça. Je ne pense pas que c'est au travail de donner un sens à nos vies. Je pense que c'est à nous de donner un sens à nos vies. Si on ne sait plus le faire, c'est malheureux. Enfin, peut-être qu'il faudrait justement le faire. Et puis je pense qu'en tout cas, les organisations ou les organes dirigeants dans les organisations devraient se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, quelle est la mission de l'entreprise, puis pas une mission blabla, parce qu'il faut la mettre sur le site internet. Mais quelle est la mission, parce que ça va déterminer sur quels indicateurs on va mesurer notre performance. Et si on a une mission qui dit A et des indicateurs qui disent B, on se rend tous compte qu'à un moment donné, on aura de la peine. C'est-à-dire soit on ne va pas remplir la mission, soit les indicateurs vont donner l'impression qu'en fait, on sous-performe. D'où l'importance pour moi d'aligner ces indicateurs avec la mission. Pour terminer, parce qu'il faut toujours finir avec une citation, ces interventions, ça fait bien. Donc, une citation d'un grand philosophe, qui s'appelle Clint Eastwood, que vous connaissez sans doute tous. J'adore, c'est une phrase d'un film des années 70, qui dit il y a deux catégories de personnes, il y a celles qui tiennent un flingue et celles qui creusent. J'espère qu'en 2022, on n'est plus dans cette perspective